Alors Emmanuel Mandonnet, après avoir poursuivi des études universitaires en sciences physiques à l'École normale supérieure de Lyon, et obtenu un doctorat de physique quantique. Donc après cela, il a débuté ses études de médecine en l'an 2000 à la faculté de Paris 5. Il est ensuite interne des hôpitaux de Paris en neurochirurgie de 2003 à 2008. Il a développé en parallèle une activité de recherche centrée sur la modélisation biomathématique des gliomes. Praticien hospitalo-universitaire depuis 2012 dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière, il approfondit la chirurgie des tumeurs intracérébrales, gliomes et métastases. Il est en particulier spécialisé dans la chirurgie dite éveillée, pour les lésions situées dans des zones hyperfonctionnelles. Poursuivant ses thématiques de recherche sur la modélisation biomathématique des gliomes, il collabore avec de nombreuses équipes scientifiques sur la simulation de la croissance tumorale aux échelles macroscopiques et mésoscopiques, les algorithmes de détection automatique de la croissance tumorale à l'IRM ou la simulation de l'interaction des réseaux de neurones avec la stimulation électrique. Bonjour, merci beaucoup Nicolas pour cette opportunité de présenter à peu près 10 ans de collaboration et de recherche sur ce thème. Alors je vais d'emblée restreindre grandement le sujet qui m'était imposé, neurochirurgie guidée par l'image, en le limitant à la neurochirurgie des gliomes diffus de bas grade. Alors ce sont des tumeurs très rares qui touchent surtout des patients jeunes et qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui puisque les médianes de survie restent aux alentours de 10 ans. Alors pourquoi on ne sait pas guérir ces tumeurs-là? Nicolas l'a parfaitement exposé. En fait, au-delà de l'image visible à l'IRM, il y a des cellules tumorales qui ont déjà migré. Ce qui signifie que la chirurgie qui enlèverait toute l'image visible ne saurait guérir définitivement le patient. Alors, la deuxième raison pour laquelle on ne va pas pouvoir contrôler ces tumeurs, c'est qu'après toute une phase de croissance assez lente, donc une phase qu'on appelle de grade 2, à un moment donné de son histoire, la tumeur va se transformer en une tumeur maligne de grade 3 ou 4, où là, la croissance deviendra totalement incontrôlable. Dernière chose qu'il faut comprendre dans ces tumeurs de bas grade, c'est que malgré des volumes assez conséquents, comme cette tumeur insulaire gauche, les patients sont asymptomatiques, en ce sens qu'ils mènent une vie tout à fait normale jusqu'au jour où ils font une première crise d'épilepsie. Même si, en fait, si on fait des recherches approfondies par des examens neuropsychologiques ou des examens d'orthophonie, on va mettre en évidence des petits déficits cognitifs qui ont en fait possiblement un retentissement sur la vie socio-professionnelle des patients. Alors les chirurgiens sont des gens assez simples et qui se posent en général deux questions. La première, faut-il opérer? Et la deuxième, comment faire pour opérer? Alors on va d'abord répondre à la première question, faut-il opérer? Jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, il ne fallait pas opérer ces tumeurs. Et l'argument des cliniciens pour ne pas opérer ces tumeurs, c'était de dire ce sont des lésions bénignes non évolutives, jusqu'au jour où elles vont se transformer en un gliome malin, et là, ça sera le moment de les traiter. Il n'y a pas de preuve que d'en faire l'exérèse améliore la survie. Et en plus, quand vous opérez, il y a un risque d'aggraver le statut fonctionnel du patient. Donc, il ne fallait pas les opérer. Et en fait, au cours des 15 dernières années, ces trois dogmes ont été complètement remis en question. Alors, lésions bénignes non évolutives. Alors, c'est vrai que quand on regarde 2 IRM successives et qu'on voit ces hyperdensités qui correspondent à la tumeur, 2 IRM séparés de 6 mois, à l'œil nu, on ne voit pas la différence. De nouveau, 6 mois plus tard, on ne voit pas la différence à l'œil nu, quand on regarde comme ça.
Si on reprend maintenant l'IRM un an et demi plus tard, un an et demi plus tôt, là on se rend compte quand même qu'effectivement, il y a eu un changement, il y a eu une croissance tumorale. Et c'est simplement le fait de regarder en comparant juste avec l'IRM précédente qui avait fait que pendant des années, les cliniciens s'étaient dit ces lésions sont stables, elles ne changent pas de volume jusqu'au jour où elles deviennent agressives. Alors maintenant, aujourd'hui, avec les progrès des logiciels, on peut bien entendu faire une évaluation volumétrique très précise du volume tumoral et faire ça pour chacun des examens successifs lors du suivi d'un patient. Si bien qu'on peut tracer la courbe d'évolution du volume tumoral. Et c'est là que l'histoire commence, parce que certes, on a la courbe d'évolution, mais comment caractériser la vitesse d'évolution d'un patient par rapport à l'autre? On peut, dans un premier temps, se dire on va utiliser les temps de doublement, c'est-à-dire pour le patient rouge et pour le patient bleu, initialement, on a un temps de doublement de 600 jours, mais on voit qu'un peu plus tard dans l'évolution, le temps de doublement augmente, donc comme si la tumeur ralentissait, et elle augmente encore plus pour le patient bleu, comme si la tumeur du patient bleu ralentissait encore plus. Et en fait, c'est pour interpréter ces courbes volumétriques qu'un anapathe de Seattle prend son téléphone et appelle un biomathématicien de son université pour lui dire comment je dois faire pour comparer des vitesses de croissance à partir de courbes volumétriques. Sous-entendu, est-ce que c'est vraiment une exponentielle qui permet de bien modéliser ces courbes de croissance volumétrique? Donc là, Murray écrit l'équation dont a largement parlé Nicolas, qui est l'équation la plus simple qu'on puisse écrire pour modéliser les deux phénomènes fondamentaux qui sous-tendent le développement de ces tumeurs, à savoir un terme de prolifération, les cellules se divisent, et un terme de diffusion, les cellules migrent. Ensuite, il va falloir résoudre cette équation sur un support anatomique numérisé. Et c'est là où, sur une décennie, il y a eu des progrès extraordinaires avec l'augmentation des capacités de calcul, puisque les tout premiers papiers de l'équipe de Seattle en 1995 modélisaient le cerveau en 2 dimensions, sur une seule coupe, et en faisant simplement le contour des cavités ventriculaires et de l'extérieur du cerveau. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Philippe Traki, qui était en fait un chercheur français qui avait fait son postdoc à Seattle sur ce sujet-là, et qui a abandonné cette thématique parce qu'il avait estimé que, avec les moyens d'imagerie dont on disposait, cette thématique n'avait plus vraiment d'avenir. Et en fait, c'était sans compter, sans les progrès extraordinaires, où, avec l'IRM, on a pu maintenant simuler en 3 dimensions, en séparant la substance blanche et la substance grise, puis avec le tenseur de diffusion, en introduisant la possibilité de l'extension anisotrope dans la direction des fibres nerveuses. Donc, une fois qu'on résout cette équation sur une anatomie numérique, on obtient ces cartes de densité cellulaire, ces cartes virtuelles de densité cellulaire. Mais comme l'a bien souligné Nicolas, ce n'est malheureusement pas la densité cellulaire que l'on mesure à l'IRM. Il faut donc introduire une autre hypothèse pour faire le lien entre les simulations et les IRM réels. Et l'hypothèse la plus courante est de dire, eh bien, en deçà d'un certain seuil de cellules tumorales, on ne voit pas la tumeur à l'IRM. En fait, on sait que cette hypothèse est fausse, et ça a été montré tout récemment, parce que ce n'est pas la concentration de cellules, mais bien l'œdème que l'on voit à l'IRM. Et c'est à partir d'une certaine fraction d'œdème sur une coupe histologique qu'on va avoir un hypersignal à l'IRM. Donc on sait d'emblée qu'on part sur des mauvaises bases, mais comme on ne peut pas faire mieux, c'est ce qu'on fait. Alors, en fait, ces simulations virtuelles de croissance tumorale sont un peu trop compliquées pour ce qu'on voulait faire, à savoir simplement interpréter
une courbe de croissance volumique. Là, on a une information spatiale dont on n'avait pas besoin quand on regarde que le volume. Et cette information spatiale, ça a été parfaitement présenté. En fait, le modèle nous dit que le contour visible va avancer à une vitesse donnée par le produit d'Hérault, 2 fois racine carrée de d'Hérault, alors que l'étendue non visible de la tumeur est donnée par le ratio entre D et ρ. Et donc, si c'est une vitesse constante de propagation du front visible, ça veut tout simplement dire qu'il faut passer non pas du volume, mais regardez le diamètre, qui lui devient linéaire dans le temps. Et donc nos 2 patients dont on ne savait pas vraiment interpréter les courbes de croissance, eh bien, il y a tout simplement un patient qui suit une croissance tout à fait régulière à 3 mm par an, tandis que l'autre patient suit une croissance tout aussi régulière à 5 mm par an. Alors c'est un peu triste à dire, mais malheureusement, jusqu'à présent, la seule application clinique de toute la modélisation repose dans cette formule un peu triviale. Mais on a bon espoir de faire mieux dans les prochaines années. Voilà, parce qu'effectivement, en utilisant cette formule, on a vraiment convaincu l'ensemble de la communauté que les gliomes de bas grade évoluaient régulièrement dans le temps, de façon inexorable, à une vitesse moyenne de 4 mm par an, que par ailleurs, cette vitesse avait un intérêt pronostique, puisque les patients avec une vitesse de croissance supérieure à 8 mm par an avaient des médianes de survie aux alentours de 5 ans, alors que les patients avec une vitesse inférieure à 8 mm par an ont des médianes de survie supérieures à 15 ans. Donc un intérêt pronostique majeur, la dynamique tumorale intrinsèque permet vraiment de savoir si le patient a un mauvais pronostic. Donc la balance commence à s'équilibrer vers la chirurgie. Par ailleurs, de nombreuses études ont montré que si on vérifiait après la chirurgie qu'on avait effectivement enlevé la tumeur, alors il y avait un bénéfice sur la survie. L'étude la plus convaincante, c'est une étude norvégienne qui a comparé en fait 2 cohortes de patients, une cohorte opérée et une cohorte qui était simplement biopsiée, surveillée. Et le résultat est sans appel puisque la cohorte opérée montre qu'au bout de 10 ans, on a toujours plus de 50% de survivants. Alors que dans la cohorte biopsiée, au bout de 6 ans, on n'a plus que 50% de survivants. Donc indiscutablement, plus on enlève ces tumeurs, meilleur est le pronostic. La balance s'alourdit. Dernière chose, y a-t-il un risque fonctionnel à opérer les patients? Alors je redétaillerai largement ça dans la deuxième partie sur comment faire pour opérer, mais là aussi, au cours des 10 dernières années, il y a eu un développement extraordinaire de la chirurgie éveillée qui permet de faire une cartographie fonctionnelle péropératoire chez le patient. Et il y a une étude qui a réuni toutes les publications qui a montré que grâce à cette technique, on opère beaucoup plus en zone éloquente, et tout en opérant plus en zone éloquente, on fait des exérèses plus importantes avec moins de déficit. Donc, définitivement, la balance penche du côté de la chirurgie. Alors, quelles sont les autres modalités thérapeutiques dont on dispose? Eh bien, il en reste 2. La chimiothérapie, avec l'avènement d'une molécule qui se prend per os et qui est très bien tolérée, le temozolomide, dont on a vu, toujours en suivant le diamètre, qu'elle entraîne des réponses, parfois des réponses très prolongées dans le temps, parfois même après l'arrêt du temozolomide. Mais pour autant, on n'a pas de notion réelle du gain de survie. On sait simplement qu'on influe sur le comportement de la tumeur, mais on n'a pas d'information exacte sur le gain de survie. Et enfin, sur la radiothérapie, où là, il y a des études qui sont certes un peu anciennes, mais qui étaient très rigoureuses, et qui ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfice en termes de survie, c'est la courbe ici, à faire la radiothérapie à un stade
très précoce ou à un stade plus tardif. Or, comme il peut y avoir des déficits cognitifs à très long terme après une radiothérapie, il semble donc logique de réserver la radiothérapie pour une phase plus avancée de la maladie, c'est-à-dire qu'on garde le même bénéfice et on évite le risque de la baisse cognitive. Donc il va falloir pour le clinicien trouver la meilleure combinaison de ces traitements qui peuvent se répéter dans le temps, en ayant toujours à l'esprit l'objectif du traitement qui est à la fois de gagner sur l'axe oncologique, c'est-à-dire d'augmenter la survie, mais de gagner aussi, et ça on a beaucoup de mal à le faire comprendre à l'ensemble de la communauté, parce que ce sont deux paramètres indépendants, et il faut travailler sur ces deux paramètres indépendants, gagner aussi sur le temps de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des traitements comme une chirurgie un petit peu large, qui sont excellents en termes de survie, mais dramatiques en termes de qualité de vie, c'est-à-dire qu'on n'aura absolument pas du tout gagné sur le plan du temps de qualité de vie pour le patient. Donc il faut essayer de se mouvoir sur la diagonale magique le plus loin possible. La stratégie actuelle consiste donc à se dire à chaque instant, le patient est-il opérable? Si oui, on l'opère. Sinon, on commence par une chimiothérapie. Et tout au fur et à mesure de l'histoire, on estime plusieurs paramètres qui nous proviennent essentiellement des images, et on reboucle pour se reposer la question, le patient est-il opérable? Si bien qu'en fait, la question ne devient plus tant faut-il opérer les gliomes de grade 2, mais quand faut-il opérer ce patient que j'ai en consultation? Alors là, je m'autorise une petite parenthèse, une petite digression, qui n'est pas sans intérêt pour donner des nouvelles perspectives, des nouvelles idées d'algorithmes de traitement d'image. Quand faut-il opérer ce patient? En fait, idéalement, il faudrait l'avoir opéré hier. C'est-à-dire que quand on découvre un gliome, il y a déjà toute une partie de son histoire qu'on a ignorée. D'abord, le gliome est né, puis il est resté occulte, c'est-à-dire même pas visible sur une IRM. Tout à coup, il devient visible à l'IRM, mais il va rester silencieux pendant des années, c'est-à-dire sans donner aucun signe, aucun symptôme. Il est pourtant visible à l'IRM. On sait assez peu de choses de cette partie de la phase silencieuse, si ce n'est que dans certains cas, un patient qui fait un trauma crânien bénin, il a un scanner cérébral, et on va trouver, par hasard, le gliome. Et donc il y a des petites séries dans la littérature qui montrent que, bien entendu, ce sont des tumeurs qui sont plus petites que les tumeurs qu'on diagnostique après une crise d'épilepsie, mais c'est le même taux de croissance. Autrement dit, si on veut estimer l'âge d'un gliome, on peut utiliser cette formule tout simple de prendre le diamètre initial du gliome divisé par sa vitesse initiale de croissance. Et quand on applique cette formule toute simple, on trouve que la période silencieuse d'un gliome est d'environ 15 ans. Ce qui est une période énorme, pendant laquelle on a peut-être perdu la bataille, puisque pendant ces 15 ans d'évolution silencieuse, le gliome va envahir microscopiquement le cerveau, ce qui fait qu'on ne pourra plus le guérir par la chirurgie. Il va aussi probablement accumuler son patrimoine génétique, ce qui va lui permettre de développer des résistances aux chimiothérapies. D'où la question, faut-il faire une politique de dépistage? Et un neurochirurgien américain avait eu cette intuition et avait déjà lancé un programme. Il y a un camion d'IRM qui tourne dans Manhattan et qui propose, bien sûr c'est un programme commercial, une IRM de dépistage pour savoir si on a un gliome. Mais dès qu'on parle de dépistage, il y a un problème qui survient immédiatement, c'est qu'il y a peut-être un risque de surdiagnostic. J'ai peut-être un gliome de bas grade, mais je vais sortir après la présentation, ne pas faire attention en traversant, me faire écraser, et j'aurais vécu toute ma vie sans savoir que j'avais un gliome de bas grade. Donc là, il y a un risque très, très important d'être sûr que quand on a un gliome de bas grade, on va très probablement mourir de ce gliome et pas d'autre chose. Alors en fait, on peut estimer ces risques parce qu'on a des données épidémiologiques. On connaît la prévalence des gliomes silencieux, on connaît les incidences
de transformation d'un gliome silencieux en gliome symptomatique de grade 2, de grade 3, de grade 4. On connaît tous les taux de décès des gliomes symptomatiques de grade 2, de grade 3, de grade 4. Si bien qu'on peut calculer tous ces risques. Et en bleu, on a le risque cumulé de mourir d'autre chose en ayant un gliome sans l'avoir jamais su. Et en rouge, on a le risque d'effectivement mourir du gliome que l'on ne savait pas avoir. Et on voit qu'au bout de 4 ans, eh bien, on a vraiment beaucoup plus de chances de mourir du gliome. Donc ça justifie pleinement de faire un dépistage. Alors quand on regarde un petit peu tout de suite au niveau coût, est-ce que c'est envisageable, réaliste? La réponse est oui, en faisant un calcul très grossier, à condition que le traitement permette de faire gagner au moins 3 ans de vie active. Donc là, tout de suite, on voit que ça rehausse la barre que l'on doit attendre d'un résultat chirurgical dans ce contexte, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le patient puisse continuer à reprendre son activité professionnelle après la chirurgie et qu'on lui fasse gagner 3 ans de vie pour que ce soit intéressant. Alors, on peut probablement diminuer le coût du dépistage grâce au modèle mathématique, puisque on peut probablement trouver quels sont les âges auxquels il faut cibler les IRM de dépistage. Et ça, c'était tout un travail qu'on avait fait sur estimer à quel âge on peut voir le gliome sur l'IRM à partir grossièrement, c'était un peu plus compliqué, mais ça revenait à ça, de la formule diamètre initial divisé par la vitesse initiale. Tout ça pour dire que si on se lance dans des dépistages, on va offrir un champ extraordinaire aux scientifiques du traitement de l'image, puisque, imaginons qu'on veuille dépister une classe d'âge, 750 000 personnes en France, une classe d'âge, ça voudrait dire 250 neuroradiologues à temps plein. Je pense qu'il doit y avoir 50 neuroradiologues en France à peu près. Donc évidemment, il va falloir avoir des algorithmes qui vont traiter automatiquement ces IRM de dépistage. Et on voit que c'est raisonnable parce que, évidemment, ces algorithmes devront avoir une sensibilité de 100%. On ne veut pas rater le gliome dans le dépistage. Mais on accepte que l'algorithme soit très mauvais en termes de spécificité. Il va découvrir des tas de lésions qui ne sont en fait pas des gliomes de bas grade. Mais même si la spécificité est aussi faible que 10%, eh ben, un seul neuroradiologue à temps plein suffira à relire toutes ces IRM qu'il faudra réinterpréter. Je ferme la parenthèse. Je reviens à notre question, quand opérer ce patient? Réponse un peu basique, quand on espère pouvoir améliorer sa survie. Améliorer sa survie, ça veut dire modifier, avoir un impact sur la dynamique intrinsèque de la tumeur. Donc ça veut dire mesurer son vitesse d'évolution. Puisque si on a une tumeur qui va très vite, dont on sait qu'on va laisser un résidu pour des raisons fonctionnelles, il faut avoir la garantie qu'on a un traitement derrière qui va stopper cette évolution. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on va enlever et ça va continuer à se développer aussi vite. Donc c'est très important d'avoir la vitesse d'évolution pour décider si on commence par la chimiothérapie ou par la chirurgie. Et on a vu que c'était relativement simple. Il suffit de segmenter toutes les IRM, passer du volume au diamètre et d'avoir la courbe de croissance. En pratique, ce n'est jamais fait, parce que ça prend du temps et que les cliniciens n'ont pas le temps. Donc il va falloir développer des algorithmes pour faire le travail, pour préparer le travail pour les cliniciens. L'idée la plus simple qu'on peut avoir, c'est de faire une soustraction de 2 IRM successives. Tout simplement. On recale les 2 images, on fait la soustraction. Problème, l'IRM ne mesure pas une grandeur physique absolue. Et donc les contrastes entre 2 images, même dans la même machine, même le même patient, 2 IRM à 2 mois d'intervalle n'auront pas les mêmes contrastes. Et donc il faut développer des méthodes d'homogénéisation des contrastes entre 2 examens successifs. Et c'est tout le travail que nous avons mené avec Julie Delon et Elsa Angelini à Télécom Paris Tech, avec des algorithmes d'homogénéisation des contrastes, si bien qu'on voit maintenant sur cette image ici qu'en dehors de du petit croissant qui correspond à l'augmentation de taille de la tumeur, tout le reste de l'image est effectivement bien noir. Donc, évaluer la vitesse d'évolution,
et trouver des algorithmes pour faire ça automatiquement. Deuxième chose, et là Nicolas a parfaitement détaillé ce point-là, déterminer l'invasivité de la tumeur, c'est-à-dire l'index aussi d'invisibilité. Puisqu'en effet, si on prend dans le cadre du modèle deux tumeurs avec des paramètres D et ρ qui ont le même produit, c'est-à-dire une même vitesse d'évolution, mais des rapports D sur ρ très différents, avec ici une tumeur très diffuse. Et bien on voit que dans la tumeur très diffuse, si on enlève toute la partie visible de la tumeur, on n'enlève que 12,5% des cellules. Et inversement, si cette tumeur très diffuse, on fait une exérèse supracomplète, c'est-à-dire qu'on prend une marge autour de la partie visible, tout à coup, on va enlever 55% des cellules. Et vous voyez que l'impact sur la survie pourrait être considérable. Donc c'est juste pour illustrer que la connaissance du paramètre spécifique à un patient du rapport D sur ρ pourrait très clairement influencer et la décision et le geste chirurgical qu'on pourrait proposer. Donc c'est le problème inverse, comment trouver D et ρ pour un patient spécifiquement. Alors on pourrait faire des mesures de biologie cellulaire, mais en fait c'est compliqué, puis en plus ça peut être hétérogène au sein de la tumeur, donc on s'oriente beaucoup plus vers des méthodes basées sur l'image, c'est-à-dire on prend les IRM successives, la croissance réelle, on les recale et on trouve les paramètres D et ρ qui permettent le meilleur fit entre la simulation et l'évolution réelle. C'était tout le travail de thèse d'Ender Konukoglu, qui a malheureusement conclu qu'avec les données actuelles dont on disposait, on ne pourrait pas estimer séparément et la prolifération et la diffusion. Donc pour l'instant, on est encore un peu frustré. Je pense que principalement le problème vient qu'il nous manque une modalité d'imagerie qui nous donne beaucoup plus accès à la densité cellulaire, qui est quand même la variable qui est dans l'équation qu'on utilise. Et on a de bonnes raisons d'espérer que des nouvelles techniques d'imagerie permettront d'accéder à cette densité cellulaire. Dernière question pour décider d'opérer, c'est qu'il faudrait pouvoir prédire à l'avance combien on va pouvoir enlever tout en respectant l'état fonctionnel du patient. Comment le prédire à l'avance? Parce qu'en effet, ce qu'ont montré aussi les courbes de survie, on le voit ici, c'est qu'il faut enlever au moins une très grosse partie de la tumeur pour que le résidu soit inférieur à 15 cm3. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si on fait une exérèse partielle, si on enlève la moitié de la tumeur qui reste 20 cm3, on ne va pas modifier la survie. Et donc, en fait, on avait développé en 2007 des atlas de résécabilité. C'est-à-dire qu'on prend une série de patients, on regarde tous leurs résidus, on les superpose par des algorithmes de recalage, et on dresse ces cartes où, en rouge, c'est les zones qu'on n'a jamais pu enlever chez aucun patient, pour des raisons fonctionnelles, et en bleu, c'est les zones qu'on a pu tout le temps enlever chez tous les patients, parce qu'il n'y avait pas de fonction à cet endroit-là. Et à partir de ces cartes-là, on peut superposer l'IRM d'un nouveau patient et prédire si on va pouvoir enlever plus ou moins, par exemple, de 80%, ou laisser plus ou moins de 10 essais. Et donc ça, c'est un papier qui est tombé un petit peu dans l'oubli, mais qui est en train de renaître dans un autre contexte. C'est que ces cartes de probabilité de résection sont un outil extrêmement puissant pour faire du contrôle qualité. C'est-à-dire que vous avez ici la carte d'exérèse pour une série de patients à Montpellier, et ici la carte d'exérèse pour une série de patients à Amsterdam. Et ce qu'on voit, c'est que les cartes sont comparables. Autrement dit, les qualités d'exérèse à Montpellier sont équivalentes aux qualités d'exérèse d'Amsterdam. Et ces cartes permettent de faire des vraies comparaisons en prenant en compte le biais de la localisation. Donc c'est un outil extrêmement puissant pour introduire du contrôle qualité dans l'évaluation des centres chirurgicaux. Je passe à la deuxième partie, comment opérer. Mais ça va aller vite, je pense. Oui. Ou je peux aller... Il me reste encore un petit peu ou...
Oui, je vais aller vite. Alors, comment opérer? On l'a compris, c'est d'enlever le plus possible en respectant la fonction du patient. Donc comment opérer, en fait, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau du patient, jusqu'où je peux aller dans l'exérèse, dans le cerveau de ce patient. Donc on a quelques examens d'imagerie. On a l'imagerie fonctionnelle. Le problème, c'est que ce n'est pas très fiable. On a l'imagerie en tenseur de diffusion. Le problème, c'est que ce n'est pas très fiable. On a bien évidemment la neuronavigation. Et donc, on peut mettre toutes ces séquences d'IRM fonctionnelles et de tractographie dans la neuronavigation. Le problème de la neuronavigation, c'est que ce n'est pas fiable parce qu'il y a un brain shift. Le recalage initial est bon, et puis, au cours de l'intervention, le cerveau s'effondre et on ne peut plus se repérer. Le GPS est complètement déréglé. Si bien qu'aujourd'hui, la technique utilisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de réveiller le patient, de le faire travailler pendant l'intervention, et avec une sonde électrique bipolaire à 60 Hz à courant constant, on peut appliquer pendant quelques secondes le courant et perturber transitoirement le fonctionnement du cerveau à partir du point que l'on stimule. Alors on peut adapter les tests à la localisation de la tumeur. Donc là, dites-moi, je dois dire... Et je vous montre juste un petit exemple pour vous montrer que ce n'est pas une technique barbare. Donc là, dites-moi, je dois dire... Pareil que tout à l'heure. Donc là, le patient voit des images sur un écran et il doit dénommer sans le bras ou avec les le bras? images. Avec le bras. Avec le bras. Ceci est une trompe. Et en même temps, il fait un mouvement du bras. Ceci est un citron. Donc il fait une double tâche. Ceci est un drapeau. Là, ça bloque. Ouais. Clairement. Ouais, ça, ouais. Les deux. Donc là, on a appliqué la stimulation C'est un écureuil. et immédiatement, le patient s'est arrêté, le bras s'est bloqué, il a arrêté la dénomination et le chirurgien avait donc une information très importante que cette zone-là ne pouvait pas être resséquée. Et en fait, je vous montre une toute petite vidéo encore de 20 secondes. La puissance de cette méthode, c'est qu'on a vraiment un feedback immédiat et que c'est le patient lui-même, vous allez voir, qui à un moment met en garde le chirurgien. Ceci est une chaise. Ceci... Arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai des choses qui me viennent dans la tête et qui ne sont pas vues avant. C'est-à-dire? Je pense à des choses et avant, j'y pensais pas du tout. Quel genre? Donc là, vous voyez, c'est le patient lui-même, indépendamment du test qu'on était en train de faire sur la motricité et sur la dénomination des images, qui dit « il se passe quelque chose, c'est pas normal, arrêtez-vous ». Je sais pas comment passer à la suivante. écureuil. Alors, non seulement cette technique est bénéfique pour les patients, mais en plus, elle permet aussi de faire progresser les neurosciences, puisque là, vous avez par exemple un modèle, cette fois-ci neuropsychologique du langage, où on va diviser les tâches de langage en différentes sous-tâches, une tâche sémantique, une tâche phonologique, une tâche articulatoire. Et quand on va stimuler le patient, on va pouvoir perturber chacune de ces sous-tâches et donc étudier ce qu'on appelle la séparabilité spatiale, c'est-à-dire qu'en certains endroits, on stimulera et on ne provoquera des erreurs que dans un seul sous-système. Donc on va pouvoir voir le substrat anatomique de chaque sous-système qui vient faire la tâche de langage. Donc ça conduit à ce genre de schéma où on a dans les rectangles les zones corticales et on a dans les flèches de couleur les faisceaux de la substance blanche qui relient ces zones corticales. Alors, malgré tout, il reste beaucoup d'incertitudes parce que, malheureusement, aucune technique actuellement chez l'homme au niveau des faisceaux de la substance blanche, autant on connaît bien les zones au cœur du cerveau, autant on ne sait pas comment ça se ramifie quand ça arrive en surface, que ce soit par le DTI, que ce soit par les dissections de Klinger. Donc on a une grosse incertitude et c'est pour ça qu'on développe maintenant des nouvelles techniques d'électrophysiologie pour essayer de voir vraiment la connectivité entre les différentes aires cérébrales. Donc les techniques ont été inventées il y a une dizaine d'années où on stimule une zone et on recueille en arrière sur une autre zone. Donc là on voit ces potentiels évoqués
qui sont recueillis dans les zones temporales quand on a stimulé dans une zone frontale. Et on se rend compte qu'entre différentes zones du cerveau, il y a des liens bidirectionnels, mais qui sont non bijectifs. C'est-à-dire qu'en stimulant cette aire frontale, on va recueillir tous ces potentiels évoqués dans toutes ces aires temporales, mais c'est seulement en stimulant cette aire-là, en temporale, qu'on recueillera en avant des potentiels évoqués. Et dernière chose, c'est que quand on cherche ces connexions entre différentes zones corticales, il manque ce qui se passe quand on stimule l'axone en profondeur. Et donc c'est le protocole qu'on a actuellement, où on cherche à stimuler en profondeur une zone qui bloque sur un faisceau, en recueillant à la surface pour voir quelles étaient les aires mises en connexion par le faisceau que l'on a stimulé en profondeur. Donc ça donne ce genre de recueil à la surface du cerveau. Et là, de nouveau, il va nous falloir de l'aide pour pouvoir interpréter ces potentiels évoqués axonocorticaux. Parce que si on veut tirer profit de ces données absolument uniques, il faut pouvoir faire une modélisation locale de la stimulation. Qu'est-ce qui se passe quand on applique la stimulation sur un faisceau de substance blanche? Et là, ça rejoint complètement les modèles que Michel Hasseger avait présentés, avec des modèles bidomènes des faisceaux. Et donc on peut modéliser, grâce à ça, l'activité électrique déclenchée par la stimulation. Il faut ensuite être capable de repérer à quel endroit on stimule exactement par rapport à l'IRM du patient, en sorte de développer des modèles anatomiques à partir des séquences de DTI. Et enfin, on aura donc compris comment le message envoyé sur le faisceau diffuse jusqu'aux aires corticales, et donc il faut refaire un modèle de chaque site cortical pour simuler le potentiel évoqué qu'on obtient sur ces enregistrements. Donc en conclusion, le chirurgien a beaucoup d'images qui guident sa décision et son geste. Ces images peuvent concerner soit la tumeur, soit le cerveau. L'interprétation de ces images fait appel et fera de plus en plus appel à des modèles biophysiques. Le but ultime, c'est d'avoir une tumeur virtuelle patient-spécifique pour guider la décision et d'avoir un cerveau virtuel patient-spécifique pour guider le geste et probablement demain la réparation. Et c'est le dernier papier que nous avons publié, où on montre comment, lorsqu'une connexion est interrompue par une lésion, on peut tout à fait imaginer des dispositifs non plus de brain-computer interface, mais de brain-computer brain interface, où on enregistre à un endroit, ça passe dans l'ordinateur, ça stimule à un autre, et vice-versa. Et donc, c'est probablement là que dans l'avenir, la neurochirurgie va faire d'énormes progrès dans la réparation cérébrale. Je vous remercie.